Salut Nessar de la danse, je suis Maïn Ali, professeure de salsa et bachata et compétitrice aussi. Aujourd'hui, j'ai le très grand privilège d'accueillir Yann Vicente Caballero et je suis extrêmement stressée parce que c'est quelqu'un de très important dans la salsa. Non, je te jure, autant j'ai pu danser avec beaucoup d'entraîneurs mondiaux, autant Yann, je suis toujours comme ah. Ah, c'est ça. C'est tant mieux, ça veut dire que c'est le niveau de respect que j'ai pour ta carrière. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que ça peut arriver peut-être pour de nouveaux danseurs, je vais faire un résumé de ton parcours. Donc, tu es professeur de danse aussi, mais plus que ça, tu es en fait un entraîneur, un danseur et tu es juge d'une des compétitions les plus importantes mondialement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est du World Salsa Open. Il y en a d'autres, on en parlera. Mais il s'est donné la chance, en tout cas, de pouvoir aussi danser et d'apprendre avec Editores, Tito Hortos à Porto Rico. Yann, si je ne me trompe pas, toi, tu viens de Martinique et donc tu es martiniquais. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, on est sur notre petite île française. Tu es aussi papa, Voilà, papa d'un petit nouvellement. garçon qui a 1 an. Oui, Donc, nouveau. C'était pas le cas de notre première entrevue, mais là, c'est oui, le la cas. vie a changé, effectivement. Et tu es organisateur d'événements, dont notamment le Festival de salsa en Martinique. Oui, qui est le Latin Caribbean Festival. J'ai eu le temps de faire aussi un festival juste avant, qui est le Martinique International Salsa Festival. Mhm. J'étais cofondateur et directeur aussi de ce festival, mais j'ai choisi cette option pour faire un autre festival et élargir un peu d'autres types de danse, intégrer d'autres types de danse. Euh, ouais. Ok. Je peux demander directement tout de suite quel autre type de danse? La kizomba, et puis on a intégré aussi les hills, hein, les danses de talons. Mhm. Et puis c'était un peu plus fun en fait. Je trouvais que c'était un peu plus fun parce qu'il y avait beaucoup plus de mélange de tout type de danse. Alors, on avait quand même 3 salles différentes. Une salle salsa, porto-cubaine, kizomba, et une salle bachata. Et puis, bon, on avait beaucoup d'after aussi près de la mer, donc c'était super intéressant. Si je ne me trompe pas, tu en avais un autre de prévu, mais Covid a décidé de... Voilà. Donc, on a dû reporter à mai de l'année prochaine. En fait, j'en devais avoir 2. Un en Martinique et un à Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une île qui se trouve aussi dans la Caraïbe, qui est un peu plus haut de la Martinique, qui est entre Porto Rico et la Martinique. Et donc, bon, le Covid est arrivé, donc voilà. Bien sûr, c'est assez compliqué parce que les mesures gouvernementales concernant la crise sanitaire font que on n'y est pas forcément au point pour pouvoir bien faire un festival. On va encore revoir la situation en janvier et si ce n'est vraiment pas possible, on va encore informer les participants qui avaient déjà payé. Certains avaient déjà demandé remboursement, Mhm. d'autres avaient pour objectif de continuer de garder leur ticket pour l'année prochaine. Donc, on verra si c'est plus possible. Bien sûr, on rembourse tout le monde, mais voilà, quoi, pas de problème. Voilà. J'aimerais savoir parce que nous, on a le résultat, on a la pointe de l'iceberg où tu es déjà une personne accomplie dans le sens professionnellement, même j'imagine personnellement, tes papas, etc. Mais comment Yann Vicente Caballero, il met les pieds dans son premier cours de salsa et pourquoi? Ah, ben c'est une question d'amour, hein. Donc, c'est que, en fait, ça fait très très longtemps, je devais avoir entre 18 et 20 ans. Mhm. J'avais fait une croisière dans la Caraïbe et j'avais rencontré une fille qui était métissée portoricaine. Et bon, on parlait des fois en espagnol, des fois en français. Et à l'époque, on écoutait Marc Anthony. Et donc, voilà. Et du coup, voilà, la salsa m'a donné un intérêt.
Et j'ai commencé la salsa quand je suis retourné de la Croisière avec une Cubaine en Martinique, qui vivait en Martinique, qui s'appelait Reina, qui n'est plus là maintenant. Et puis, bon, ben, j'ai continué de fil en aiguille la cubaine à Porto et d'autres types de danse. Voilà. Bon, je suis plus avec cette personne depuis bien longtemps. Hein. Je pense peut-être un an après la croisière. Voilà, on n'était plus ensemble. Donc, ça remonte à très, très longtemps. J'ai 43 maintenant, donc ça fait beaucoup. Oh. Donc, c'est vrai que bon, ben, j'ai continué la salsa sans plus avoir de contact avec elle, pas parce que je m'étais fâché, mais parce qu'on s'est perdu de vue. On a perdu les contacts et puis là, hein, chacun a sa vie et c'est tant mieux. Est-ce qu'elle sait aujourd'hui que tu es juge international mondial de salsa et peut-être grâce à elle, pas grâce à elle. Je ne sais même plus si elle existe ou pas. Mais en tout cas, si elle existe, ben voilà, c'est un peu grâce à elle. Oh. C'est fou la vie, parfois c'est des rencontres. Oui. Donc là, c'est une fille qui t'a plu, mais aujourd'hui, après toutes ces années, qu'est-ce qui te plaît toujours dans la salsa? Dans la salsa, je suis arrivé à un stade où c'est l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance, quoi. Peu importe que la personne sache bien danser ou pas bien danser, qu'elle s'amuse. C'est important, voilà, parce que je crois que les gens, ils ont besoin d'être bien, de se sentir bien à l'aise dans leur corps et dans leur esprit. Et comme ça, ils donnent ce qu'ils ont. Il y a un échange beaucoup plus important quand la personne se sent bien comme elle est, quoi. Plutôt que quand elle a peur ou elle fait des trucs, voilà, voilà, quoi. Je trouve qu'on délire mieux quand on s'amuse plus. Voilà. Question fatidique, j'avais hâte que tu répondes à celle-là. Donc, je demande au juge, en plus, ça open, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes catégories confondues. Est-ce que tu es team salsa en one, salsa en two, salsa caleña, salsa cabaret? On t'écoute. Alors, moi, je fais le 1 et le 2. Mais après, je suis ouvert à tout, quoi. Lequel est ton préféré personnellement? À voir ou à danser? Moi, c'est le 2. Pourquoi? Ouais. Mais s'il y a de la cubaine, ouais, je m'amuse tout autant. Voilà. Ok. Est-ce que, j'en ai pas vu de toi, est-ce que tu fais salsa rueda de casino? Non, pas du tout. Ok. Mais bon, j'aime beaucoup. Oui. Et... C'est impressionnant à voir. Comment on passe de danseur social, comme un danseur tête lambda, à juge mondial? Eh ben, c'est la passion. C'est la passion et c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà, quand j'ai commencé à danser, je me suis intéressé vraiment à tout, la musique. Je jouais même au conga, au timbal, au bongos. Donc, je m'imprégnais des instruments pour pouvoir savoir comment on dansait cette danse. Bien sûr, avec Tito Rotos, on a appris l'histoire de la salsa, donc sur un petit peu aussi avant, j'ai eu le temps d'avoir avec une cubaine les dieux cubains qui initiaient les mouvements. Wow. Mais bon, voilà, donc c'est aller jusqu'au fond des choses. Voilà. À l'époque, ça va paraître fou, mais bon, beaucoup de gens ne le font pas de nos jours. Mais quand je prenais des cours, j'avais un petit cahier et je mettais les figures, je mettais les pas, j'écrivais. Et j'avais une copine à l'époque aussi, on faisait la salsa. On reproduisait devant le miroir, on s'entraînait ensemble après les cours. Voilà. Maintenant, de nos jours, les gens ne sont pas vraiment sur ce genre de choses. Ils veulent aller dans un cours et sortir du cours sachant danser. Et c'est compliqué parce que y a des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment passer.
du fait que si on n'est pas vraiment sûr, par exemple, le bon temps, eh bien, on ne peut pas s'accorder avec le partenaire, quelle que soit la personne. Alors, bien sûr, les gens peuvent s'adapter à vous, mais pas toute une soirée. Donc, au bout d'une danse, deux danses, bon, effectivement, voilà quoi. La personne essaie de trouver quelqu'un qui ait au moins des bases pour pouvoir après évoluer. Voilà. J'aimerais ton avis. Donc, toi, si je ne me trompe pas, j'avais fait mes recherches. En tout cas, c'est la croyance peut-être populaire que j'ai appris à Montréal, que World Salsa Open, c'est vraiment la première compétition, en tout cas renommée mondiale. C'est le cas, n'est-ce pas? C'est la première et la plus renommée, non? Historiquement. Alors, la compétition, effectivement, a commencé à Porto Rico avec le World Salsa Open, avec le directeur général qui est Eli Zerli. Pour moi, c'est la meilleure compétition parce que c'est la compétition qui est née à Porto Rico. Donc, la compétition a commencé avec de la musique normale et depuis plus d'une dizaine d'années, la compétition se faisait sur un orchestre, en tout cas la finale se faisait sur un orchestre en live, sur improvisation. C'est une particularité que les autres compétitions n'ont pas, notamment le World Latin Cup, qui est aussi une très grande compétition mondiale, qui est, bon, je ne vais pas faire de compétition entre les grandes compétitions, mais c'est vrai que c'est une compétition très concurrente du World Salsa Open, parce que pour l'instant, effectivement, elle brasse beaucoup de monde. Parce qu'il y a une autre dynamique derrière aussi. Il y a beaucoup plus de catégories ouvertes. Donc voilà. Mais c'est vrai que la particularité de Porto Rico, c'est que c'est très difficile de danser sur une musique en live et que la musique s'arrête et que vous sachiez à quel moment elle s'arrête et que vous sachiez faire une pause, par exemple, quand elle s'arrête, quoi. Et c'est là qu'on voit si vraiment la personne sait danser ou pas. Parce que faire une chorégraphie, c'est pas forcément savoir danser. Quelqu'un peut faire une belle chorégraphie, c'est-à-dire apprendre une choré, et puis quand on le met sur scène, bon ben c'est pas ça du tout. La personne qui sait faire les deux, à la fois la chorégraphie et danse libre, quoi, c'est un danseur. Le reste, voilà. C'est ce qu'il n'y a pas dans le World Latin Cup, c'est cette improvisation qu'il y a sur un concert en live. Alors, peut-être qu'ils ont fait des improvisations il n'y a pas longtemps, mais c'est pas sur des concerts en live. C'est très différent et le stress aussi sur la scène est assez difficile. Voilà. Donc effectivement, pour moi, la compétition majeure, c'est le World Salsa Open et après, c'est le World Latin Cup. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le World Latin Cup est plus en avant que le World Salsa Open parce que derrière une dynamique, il y a beaucoup de gens derrière qui font des choses intéressantes, qui élargissent aussi les catégories, c'est-à-dire vous avez aussi bien les cabarets, les danses en couple, les personnes handicapées, les catégories d'autres types de danses comme la samba, kizomba, enfin bon, voilà. Ce qu'il n'y a pas eu à World Salsa Open. Moi, je dis que c'est deux compétitions différentes, mais c'est deux qui se valent en fait. Tu me parles du World Latin Cup, mais quelle est ton opinion sur les autres qui sont apparus ces dernières années, dont World Salsa Summit, Salsa Nama avec Fernando Sosa qui a carrément créé sa propre compétition. J'avais vu que l'Australie avait auto-déclaré une compétition mondiale de salsa aussi. J'étais comme, c'est nouveau. Qui? Pourquoi? Quel est ton avis sur ces compétitions-là? Moi, je dis que c'est une bonne chose. Hein. Le World Salsa Summit, effectivement, c'est une bonne compétition. C'est aux États-Unis, hein, le World Salsa Summit. C'est à Miami. C'est une compétition qui est la deuxième meilleure aux États-Unis après le World Latin Cup. Bon.
Bon, c'est pratiquement les mêmes juges hein, qui font toutes les compétitions. Mais c'est une très bonne compétition. Après, celle de l'Italie. Alors, l'Italie, c'est particulier parce que les Italiens sont des chauvins. Ce sont de très bons danseurs. Ils bossent beaucoup. Donc, effectivement, le résultat est là. Hein. Edith Torres avait dit une fois que le meilleur danseur se trouve en Italie. Et c'est vrai. Ah. C'est vrai parce qu'ils dansent beaucoup, mais aussi ils travaillent beaucoup sur la technicité et ils sont très forts en groupe aussi. Donc, voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait normal qu'ils créent une compétition parce qu'ils se mettent en avant et voilà. Donc la compétition en Italie, elle est aussi valable que dans d'autres compétitions. Il y a eu des compétitions en Roumanie, dans d'autres pays. Voilà. Depuis qu'il y ait des juges, je dirais, de haut niveau, la compétition est tout à fait valable et voilà. Ok. En tout cas, c'est très respectueux. Il y a beaucoup de respect dans ta réponse, ce que j'apprécie beaucoup. En tant que juge du World Salsa Open, tu aurais pu dire tout le reste. Mais non, pas du tout. Je ne fais pas de favoritisme, même si j'avais une compétition que j'avais créée à moi, je n'ai pas fait de favoritisme parce que j'estime que les autres aussi participent à leur manière à l'évolution de la salsa et c'est important pour tout un chacun. Il n'y a pas de, il ne faut pas être sectaire et se dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà, chacun a son domaine de compétence, chacun a des idées. Et je crois que plus les personnes ont des idées, plus ce sera pour tout le monde. Tout à fait. Ça permet d'ouvrir sa vision, de voir les choses et aussi d'évoluer. On va parler maintenant plus du danseur et prendre tous les conseils que tu nous partagerais. Pourquoi, quand on est débutant et même quand on est compétiteur, c'est important, tu penses, de prendre des cours de danse? Ben, c'est surtout quand on est compétiteur, c'est important de prendre des cours de danse parce que il y a des critères de notation. Et l'un des critères que tu vas retrouver normalement le plus dans les compétitions, c'est le timing. Donc, c'est le temps sur lequel tu danses. Si la personne ne sait pas faire ça déjà, c'est déjà mort. Parce qu'il ne pourra pas s'accorder avec son partenaire. Lui, il va danser son temps, l'autre partenaire va danser son autre temps. Donc, à un moment donné, vous allez vous friter, quoi. Vous n'allez pas être en accord. Et forcément, on va se poser des questions sur ce que vous faisiez sur le podium. Voilà. Puisque vous allez peut-être bafouiller sur certaines choses et voilà, autre chose. Donc ça, c'est très important d'avoir des bases solides. Et puis, je pense que aller à l'école, je dirais, aller dans une école de salsa, te permet de te remettre aussi en question et d'affiner aussi tes passes et d'autres choses. Ça, c'est aussi ton avis pour les débutants? Oui, parce qu'en fait, bon, quand on y va en soirée, forcément, il faut passer par la case départ. Hein. On ne peut pas aller comme ça. Bon, une personne peut aller très bien dans une soirée comme ça et ne pas savoir danser, essayer de danser avec quelqu'un qui sait danser, mais elle ne passera pas toute sa nuit parce que forcément, elle ne connaît pas certains codes du départ. C'est comme le langage, on est obligé d'apprendre certains mots au départ et après on peut faire des phrases. Mais là, on ne peut pas passer certaines étapes. Tout à fait. En combien de temps tu penses que quelqu'un qui est non-danseur peut devenir un excellent danseur? Alors, ça dépend. Ça dépend de la personne et de sa motivation. Alors, quand je dis ça, je ne réponds pas à la question parce qu'il n'y a pas de temps défini. Je m'explique. Quelqu'un peut savoir très bien danser très bien danser. On va dire correctement danser. Correctement danser je sais pas, je dis un exemple comme ça, hein, en 3 mois, même si c'est
difficilement concevable en 3 mois, comme par exemple en 4 ans, ou même plus, ou en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont de nature très raides dans le corps. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas très souples. Et aussi, il y a certaines personnes aussi qui ont des difficultés à assimiler assez vite un mouvement. Donc, c'est-à-dire à comprendre un mouvement, à savoir le décortiquer, à le reproduire. Exactement comme il est. Donc, ça sera compliqué de donner un temps défini pour te dire oui, en 3 mois, en 2 mois, voilà. C'est pratiquement pas possible. Il faut travailler jusqu'à ce qu'on puisse être à l'aise dans sa façon de danser, même les mouvements les plus basiques, hein, même une petite passe, dès que la personne commence à être à l'aise, ok, elle sait danser, quoi. Mais si elle n'est pas à l'aise, elle ne saura pas danser du tout. Certaines personnes, pour donner des exemples, bon, voilà, c'est des exemples concrets, hein, des personnes vous disent oui, moi j'aimerais danser, parce que ce week-end j'ai un mariage, il faut que j'impressionne quelqu'un ou machin. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de médicaments non plus, ni de vaccins qui permettent de pouvoir faire en sorte que la personne sache danser tout de suite. Donc c'est en fonction de lui-même, de sa motivation aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, je travaillais après, enfin, je retravaillais les passes, les choses que j'apprenais à l'école chez moi. Mais de nos jours, quelqu'un qui sort de son école ne va pas retravailler. Donc, tu vois, là aussi, il y a des choses, ça dépend de sa motivation. Donc, et puis, il y a des gens qui sont faits aussi pour ça, et d'autres qui ne sont pas faits. Et je connais des gens qui ont eu 5, 6 ans, 7 ans de danse, et après 7 ans de danse, ils ne sont pas plus forts, ils sont peut-être moins forts que des personnes qui ont eu peut-être 1 an de danse. Donc, tu vas me démotiver tous mes nouveaux, là. Non, je ne sais pas toi, pour ton niveau, je ne sais pas. Non, mes nouveaux, je veux dire les nouveaux élèves. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que cette personne va apprendre en 2 ou 3 mois, et puis voilà, quoi. Donc, il faut vraiment travailler, ça viendra au fur et à mesure. Il faut avoir confiance en soi, et ça viendra le plus vite que possible, et plus la personne apprendra, et plus ça viendra. Parallèlement, pour une compétition, tu penses que évidemment ceux qui gagnent, ceux qui sont sur le podium, ils s'y prennent combien de temps à l'avance? Alors, en général, il faut au minimum 1 an de préparation. Mais en général, les gens préparent ça un petit peu plus de 2, 3 ans. Voilà. Mais il faut savoir que c'est très, très dur. Les compétitions de haut niveau, il y a beaucoup de répétitions par jour. Certaines personnes font des répétitions même la nuit. Hein. Des fois, c'est pas très, très bon. Parce que quand on est fatigué, le corps, des fois, il perd un peu la mémoire. Mais les gens travaillent des fois 10 heures par jour de danse, avec des pauses, bien sûr. Pas trop de pauses, mais en tout cas, des pauses pour manger, pour boire, voilà, quoi, pour s'hydrater. Mais c'est beaucoup de répétitions et il faut avoir une partenaire aussi qui soit un peu libre, c'est-à-dire qui n'est pas tout le temps, qui n'est pas des enfants, qui n'est pas forcément un mari jaloux, qui soit machin, qui soit vraiment célibataire, c'est le mieux, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et que c'est très, très... Ok. Oui, c'est logique, ça fait beaucoup de sens. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que la majorité des compétiteurs à haut niveau, ils finissent ensemble, parce que c'est tellement c'est un style de vie totalement différent. Tu partages tellement d'infinité avec, de temps. Tu me dis 10 heures par jour. Ils se réveillent, ils vont s'entraîner, ils se recouchent. Quelles erreurs les débutants doivent faire le plus attention? Ah oui, c'est le temps sur lequel ils dansent. Parce que s'ils sont sur le bon temps, ils pourront s'accorder avec quelqu'un qui sait bien danser. Et voilà. Le reste suivra, c'est-à-dire si la personne danse avec un bon danseur, la personne saura le guider, le diriger. Donc même si elle ne connaît pas les passes,
pourra les faire parce que le danseur doit donner l'indication pour aller là où elle doit aller. Pareil pour les compétitions, c'est le timing, l'erreur la plus récurrente. Voilà, le timing. Et puis après, il y a d'autres catégories qu'il faut viser, mais c'est le plus important, c'est le timing. Ok. Quelle erreur, toi, tu vois maintenant le plus souvent en compétition, à part le timing pour le coup? Alors, c'est difficile parce que les gens qui font de la compétition ont le stress à gérer, ce qui fait que le stress, des fois, fait faire des erreurs bêtes. Mais il faut savoir se rattraper, c'est-à-dire il faut improviser. Hein. Quelle que soit la situation, il faut toujours trouver une manière de se remettre en selle, quoi. Donc là, c'est essentiellement le timing, et après, l'exécution de la chorégraphie. Et puis, le must, c'est quand il y a une bonne interaction entre la danse que l'on fait sur le podium et le public. Oh, ok. Faire dégager des émotions va plus toucher le jury que, bien sûr, avec le tout, hein, tout, mais faire dégager des émotions va plus toucher le public que quand il n'y a pas trop. Quand c'est très technique et que c'est zéro faute, c'est super, mais en général, c'est très difficile. Et puis après, les gens veulent trouver un truc en plus. Donc le truc en plus, c'est l'émotion que l'on va dégager, et c'est très important. Ok. Que ce soit là-dedans, d'ailleurs, je pense. Comment on peut bien se préparer quand on est un nouveau danseur? À un cours de danse, à une soirée? Je sais pas, j'aurais envie de dire on prend un verre. Ça aide toujours. Ça reste entre toi et moi et les gens qui regarderont la vidéo. Est-ce que tu vois ou tu es au courant de performeurs, de compétiteurs qui boivent un verre avant d'entrer en scène? Ça arrive ou pas? Ça peut arriver, mais il y a des gens qui font de la méditation, du yoga, qui répètent dans leur tête. En général, il faut être assez calme. Mais pour cela, il faut avoir bien bossé avant, quoi. Quand je dis bien bossé avant, c'est la veille, savoir que voilà, il faut être sûr de soi parce que voilà. C'est vrai qu'il y a une préparation mentale, notamment qui est faite par des compétiteurs comme Karim Daouz, personne, une préparation mentale. Et c'est vrai qu'il faut être Ok. c'est pas facile parce qu'il y a le stress qui arrive, le stress qui monte. Si on sait qu'on a répété notre choré et qu'après on sait en tout cas improviser au cas où il y a une défaillance, hein, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que par exemple, on a mal positionné le pied, la cheville passe, voilà, ou je sais pas, il y a une paillette qui est sortie, on a marché sur une paillette, voilà, quoi. Il faut toujours retomber sur ses pas. Est-ce que tu es de l'école s'entraîner avant le jour J pour le coup ou pas? Avant le jour J, oui. Oui, Oui, okay. Il y a des répétitions, mais avant ça, il faut vraiment la répéter toute l'année. À quel moment un danseur peut décider d'arrêter de prendre des cours de danse? À part, évidemment, par envie personnelle. Mais quand il se sent à l'aise. Quand il se sent à l'aise et puis il a rempli son objectif. Parce que quand il vient danser, il a l'objectif. Non, oui, c'est sûr. C'est sûr. Son objectif peut être d'un haut niveau ou d'un niveau moyen ou juste savoir faire telle chose, voilà. Hein. Mais c'est toujours un objectif, quoi. Et donc, quand il se sent à l'aise, il peut arrêter de danser. Voilà. Il peut arrêter de danser et puis continuer dans les congrès à apprendre de nouveaux trucs, à voir de nouveaux trucs, et voilà. Je sais pas ce que tu vas dire à celle-là, mais comment impressionner un juge? Alors, il y a un couple, qui m'a toujours impressionné à l'époque. Maintenant, c'est moins impressionnant ce qu'ils font, mais c'est toujours joli, mais c'est moins impressionnant. Parce qu'il y avait de la recherche, de la créativité, de l'innovation. C'est-à-dire des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. C'est le couple Adriana et Anita, d'Espagne.
À l'époque, à Porto Rico, on voyait ils arrivaient sur la scène. Et quand tu arrives sur la scène, il y a une manière d'arriver sur la scène qui fait que tu as une présence scénique. Ce qu'on appelle la présence scénique, d'ailleurs, c'est aussi une des catégories qui est notée. C'est comme si est-ce que tu as du charisme ou pas quand tu rentres sur la scène. Le fait simplement de rentrer sur la scène, on sait déjà si tu vas gagner ou pas. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand Anita et Adrian arrivent sur la scène, ils ouvrent les bras et ils sourient. Avec un grand sourire. Je ne sais plus même pas sourire aussi bien qu'eux. Mais ils sourient tellement qu'il y a une communication qui se fait tout de suite avec le public. Là, en ouvrant aussi les bras, tu saisis le public. Les gens n'ont pas encore compris ce que tu vas faire, mais ils ont déjà, ça a déjà un impact sur ce que tu fais. Je vais juste reprendre ce que tu viens de dire avant de continuer, de la présentation. Je me rappelle qu'à notre première interview qui n'a jamais été publiée à cause de la qualité, je n'étais pas du tout satisfaite. Tu m'as dit ça et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de danseuse, mais aussi, parce que j'ai un programme pour les mariés. Ah, mais mes pauvres mariés, je leur dis tout le temps, très sage. Un jour, j'ai interviewé Yann Vicento Caballero, puis là, je dis, il est juge mondial et je les fais travailler leur entrée parce que ça m'a tellement marqué ce que tu m'as dit que ça a changé. C'est sûr que ça a changé en très grosse partie ma danse et comment je me prépare. Mais oui, donc tu disais, Adrian et Anita, c'est un des couples qui t'a le plus marqué par leur entrée en scène, présence scénique. Mais tu ne penses pas que c'est leur réputation qui les précède ou c'est vraiment leur entrée? Je veux dire, avant qu'ils soient Adrian et Anita, ils ne faisaient peut-être pas cette impression en rentrant. C'est parce qu'il y a aussi leur... Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment physique? C'est quelque chose qui peut se travailler? Ou il y a aussi, il y a la légende autour d'eux? Alors, il y a ça, mais ils ont beaucoup travaillé pour aller à ce niveau. Ouais. Non, absolument, oui, je suis sûre. Toutes les chorégraphies d'Adrian et Anita, au début, en tout cas, étaient très, très recherchées. C'était des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Je veux dire, tu fais une entrée en scène où tu as le gars qui tient la fille, elle est tête en bas. Personne ne comprend rien parce que personne n'a jamais vu ça. C'était des choses vraiment extraordinaires. Même une entrée où la fille arrive, clac, elle ouvre les bras et tout de suite, elle se lâche comme si elle est une plume. Elle se met en grand écart, quoi, mais même pas un grand écart comme si elle tombe à terre. Elle se met en grand écart comme une fleur qui s'ouvre, quoi. C'est des choses, je ne peux même pas imaginer que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose aussi délicatement, avec autant d'agilité, d'adresse. Tu te dis, c'était pas possible, quoi, à l'époque. Maintenant, les gens font très attention à leur entrée et leur sortie. C'est très important, voilà. Et puis aussi, dans l'évolution de la danse, il faut souvent aussi marquer des pauses qui permettent aussi aux téléspectateurs de souffler. Ils permettent aux téléspectateurs en fait, de ne pas décrocher des yeux le couple. Ça permet aussi de relancer la danse quand on est dans la compétition et de prendre aussi de la respiration quand on fait les pauses. Ça t'est déjà arrivé de mettre un 0% dans ta carrière et un 100%? Oui. Oh, à qui? C'est très rare. Non, mais je crois que de toute façon, il y a des personnes qui sont de très, très bon niveau. Et de toute façon, quand on note, surtout quand il y a beaucoup de compétiteurs, ben, tout de suite, même si tu as oublié certains, mais tu sais très bien qui sera le premier et qui sera le dernier. Ah oui. Là, tu sais très bien qui sera les 3 premiers et qui sera le dernier. Bon, entre-temps, les autres qui sont... Voilà, si tu regardes au niveau en termes de points que tu as noté, mais tu vois très bien qui sort du lot et qui ne l'est pas. Voilà. Donc, moi, j'estime que il ne faut pas être trop dur ni trop laxiste. Okay. Alors, il y a des gens, il y a des juges, hein, ça c'est leur choix, hein, chacun est libre de faire comme il veut, mais qui sont très durs et ceux-là,
sont souvent des gens qui ne sont pas super compétents ou de très haut niveau. Ok. Je ne dirais pas qui, parce que voilà. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien de mettre le niveau haut, la barre haute pour quelqu'un ou machin. Je pense que être juste avec la personne qui nous note, c'est correct, quoi. C'est pas la peine de se dire moi j'ai mis de sales notes ou non, du tout. Il n'y a pas de mauvaises notes. Voilà, il y a une note en fonction de ce que la personne a donné et c'est tout. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de juge? Mais ce qui me plaît, enfin, parce que c'est quand même un travail, hein. Ah ouais. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir l'évolution des personnes. Tu en as certaines qui étaient l'année dernière qui reviennent, tu en as d'autres qui sont nouveaux, et puis les gens s'investissent dans une compétition, tout le monde veut gagner, donc forcément les gens s'investissent, ça c'est intéressant, et de voir de la création. Moi je me régale des fois de voir des gens simplement danser. Même quand je ne suis pas juge, quand je suis dans un festival, des fois je m'assois et je regarde les gens danser, et je ne danse pas forcément, juste parce que j'aime voir les gens danser, j'aime voir les gens s'amuser. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins dans la danse? Non, dans ton métier. Ah bah aussi d'ailleurs, c'est une bonne question. Non, plutôt dans ton métier de juge d'abord. Dans le métier, c'est quand même assez prenant le travail, parce que il faut te souvenir de tous les gens qui sont passés. Et assez faut monter en fonction, être rapide, voilà, c'est assez prenant. Bon, mais c'est pas, comment te dire, c'est pas insurmontable, et puis ça me dérange pas trop, voilà. Mais c'est quand même un travail, voilà. Dans la danse, non, j'ai rien qui me dérange, donc, Même pas l'ego des danseurs? ben, la personne, elle est comme elle est, donc tu sais, tu peux approcher de la personne. Donc voilà, tu peux te dire, ouais, j'aime pas cette personne parce qu'elle est un peu imbue de cette personne, voilà, comme ci, comme ça. Tu sais, il y a des gens aussi qui, par exemple, pourraient me snober, me dire, oui, celui-là, ouais, il est trop machin, donc voilà, ceci, cela. Chaque personne a son avis sur les personnes. Moi, je pense que le plus important, c'est pas l'avis qu'elle a, c'est de danser, quoi. On est venu pour danser, pas pour juger si telle ou telle personne est bonne ou pas. Voilà, moi, je suis dans un festival, je viens pour danser, je ne suis pas venu pour faire un état des lieux de tout ce qui se passe, et voilà, quoi. Mais c'est sûr que tu dois être au courant quand même parce que, ok, ça c'est une théorie que j'ai personnelle, que de toute façon, partout où tu mets des humains, alors on rajoute alcool, danse sensuelle, parce que ça c'est quand même une danse caliente, tu auras des histoires. C'est pas propre à la salsa, c'est propre à partout où tu fous des humains ensemble. Donc c'est sûr que tu connais les histoires. Bien sûr, il y a ça. Il y a des compétiteurs qui sont venus, qui ne dansent pas avec les autres. Par exemple, c'est pas pour les stigmatiser, mais c'est vrai que les Italiens, ils dansent souvent entre eux parce qu'ils ont une manière de se comprendre. Maintenant, on peut leur reprocher ça. Je crois qu'il y a des gens. Tu parlais de Fernando Sosa, il a fait un débat il y a une fois sur le fait que quand il va en soirée, il fait son show, et qu'après il estime ne pas danser avec des gens, des femmes, parce que, enfin, entre guillemets, je pense que c'est des femmes qui ne savent pas bien danser, mais en fait, qu'il ne danse pas avec des femmes, enfin, c'est le service après-vente, parce que il a fait un show, et que bon, voilà, il estime qu'il n'a pas d'obligation à aller danser avec d'autres personnes par la suite. La seule personne qui danse jusqu'au bout, enfin une des seules personnes les plus connues qui danse avec d'autres danseuses, quel que soit leur niveau, même après ses shows, c'est Terry, de Terry Cécile, qui danse pour danser jusqu'au petit matin. Tu verras très peu de gens, de grands danseurs qui dansera avec toi juste parce que tu as demandé. Des fois, j'ai assisté moi-même à un grand danseur, un danseur quand même professionnel, très professionnel,
voilà, connu, qui vit aux États-Unis avec une troupe connue qui se promotionne partout. Et le boss, il a refusé à une fille en faisant comme ça, quoi, tu vois, avec cette geste de la main. C'était très déplacé, mais je trouve que bon, c'est lui, quoi. Tu vois, on peut pas dire à la personne, voilà. C'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, et on va faire le monde, voilà. Totalement. D'ailleurs, quand je t'ai posé la question, c'était pas vraiment d'une manière forcément vicieuse, parce que j'ai une autre théorie qui est quand tu passes de non-danseur à avancé, il y a toujours, et c'est souvent vers fin débutant, début intermédiaire, où tu as la petite bulle d'ego. Et après, tu la surpasses parce que tu comprends que tu as toujours à t'améliorer, puis que t'es pas si bon que ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu passes de non-danseur à ah, j'ai appris à danser. J'ai l'impression que tout danseur, ça fait partie de notre parcours de comme. Et après, tu redescends de comme non. C'est sûr que dans l'être humain, c'est vrai qu'on a une part d'ego. C'est sûr que certaines personnes, une fois qu'ils savent un petit peu danser, ben, ils ont la grosse tête. C'est naturel. Même bon, par exemple, quand tu es en bas, ça va, mais du moment où tu arrives à leur niveau, ils sont fâchés avec toi. Et après, quand tu les dépasses, là, c'est la catastrophe, ils sont encore plus fâchés. Bon. Mais bon, ça, c'est certaines personnes. Je veux dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Je veux dire si je l'ai, mais il faut avoir l'esprit ouvert parce que ça ne sert à rien de se mettre au niveau plus que d'autres. Moi, je suis content de voir des gens qui sont plus forts que moi. J'ai aucun problème à ça. Moi, je suis là pour danser. Voilà, c'est tout. J'ai pas que la personne soit plus forte. C'est pas ce qui va faire ce que tu es. Donc, beaucoup, comme je t'avais dit, beaucoup de gens vont danser pour impressionner. C'est pas ça forcément. Tu peux impressionner par ton charisme, tu peux impressionner par ce que tu es, ce que tu dégages. Et même sans danser, tu peux impressionner. Et ça, les gens ne savent pas encore le faire. Donc, ils veulent impressionner par autre chose, en essayant de danser, en faisant des... Là, bien sûr, des femmes tombent dans le piège. S'en suivre ce qui va s'en suivre. Mais, voilà, tu n'es pas obligé de penser à ça, quoi, pour être qui tu es, quoi. Autant d'être bien dans sa tête et de s'amuser. C'est tout à fait ce qu'il faut pour danser. C'est très rafraîchissant. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, mais je reste avec quelques petites questions, dont une, quel serait le conseil que tu donnerais à tout compétiteur qui souhaite faire les finales, les podiums? Il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail qui paye. Donc il faut bosser. Bosser le plus que possible et quand on fait des répétitions chez soi, il faut se filmer ou regarder, avoir une autocritique aussi, détailler ce qui peut être affiné. Voilà. Et des fois aussi, ne pas aller dans des choses trop compliquées. Parce que des fois, on va dans des choses très compliquées, mais il faut savoir les maîtriser. Parce que si on ne sait pas les maîtriser sur scène, après, ça donne la catastrophe. Donc, il faut innover aussi. Et puis, il faut penser à dégager des émotions, donner de la respiration dans l'évolution de la danse que tu vas créer quand tu seras sur le podium. Il faut que ça montre que ça évolue, que ça monte, ça descend, qu'il y a des moments où ça monte fort, ça descend, et voilà, quoi. Que les gens soient toujours en état de surprise, de se dire waouh, tu vois, et donc ne pas se dire, bon, à un moment donné, bon, ouais, ça me fatigue parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça, ou voilà, quoi. Donc voilà. Et puis respecter le timing, voilà, c'est ce que je pourrais vous conseiller. J'aimerais ton avis sur le futur de la salsa, notamment en France, où je reste très sceptique maintenant que j'y suis. Avant, j'y pensais, mais maintenant, ça fait quand même 1 an que j'y suis. Bon, il y a eu le Covid, etc. Donc, c'est sûr que les soirées salsa, c'était pas ce qu'il y avait de plus présent. Mais avec autant de bons danseurs, même Porto, là, je parle pas juste du cubain, même les figures avec Terry, avec toi, qui est martiniquais, mais c'est quand même la France. Comment ça se fait que la France, on est aussi en retard en représentation sur les compétitions? Alors, en social, les Français sont bons. Oui. Mais le problème, c'est que le social, c'est pas la même chose que quand tu fais une compétition.
parce qu'il y a des codes et que la manière dont tu danses en social n'est pas la même manière que quand tu danses en compétition. Tu as des obligations à respecter, des obligations de code à faire dans tu fais une chorégraphie, alors qu'en social, tu fais de n'importe quoi et voilà, les gens sont impressionnés wow, parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose. Quoi. Des fois, peut-être que c'est le collier, et puis bon, voilà, ça marche et voilà. Quoi. Donc, les Français ne s'en lancent pas trop en compétition. Les personnes qui se lancent le plus en compétition, c'est les Italiens. Après, les Roumains, les Turcs, voilà, Les Espagnols. les Espagnols, voilà. Et puis surtout après, c'est surtout les gens des États-Unis, voilà, Mexique, comme ça. Colombie, Mais en oui. France, les gens sont pas trop. Les Français ne sont pas trop des compétiteurs. Ils sont plus sur s'amuser. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va changer avec le temps? Ben, ça pourrait. Bon, on verra après le Covid. Hein. On verra après le Covid ce que ça va donner. Alors, c'est sûr qu'après le Covid, je pense à la fin de l'année 2021 et en 2022 sûr, les gens vont retourner en festival une fois que cette histoire de vaccin, voilà, et puis les frontières sont bien ouvertes, tout ça. Les gens vont aller dans le festival, se lâcher, voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir découvrir la salsa. Mm-hmm. Et non, je pense qu'il y aura un avenir qui va continuer pour la salsa. Après, c'est chacun. Si toi, tu veux faire de la compétition ou d'autres personnes veulent faire de la compétition, c'est à eux-mêmes d'y aller. Hein. Mais il n'y a pas de secret, c'est le travail. Les Français n'aiment pas. Les Français sont très forts dans la catch. Mais après, dans la technique, ils ne sont pas tellement sur ça. C'est pas qu'ils ne sont pas forts dedans. Hein. Je pense qu'ils sont bons. Mais ils sont sur autre chose. Voilà. C'est pour ça que je te demande si ça va arriver, parce que comme je t'avais dit, en danse sportive, c'est tout le contraire. Les tops mondiaux, on a aussi des Français. En fait, on a des tops mondiaux français partout, sauf que la salsa, c'est le seul endroit où on n'a pas tant de compétiteurs. Et même dans le social, c'est peut-être juste une croyance qui m'appartient, mais il y a beaucoup plus de Cubains que Porto. Ça manque pour ça. Ça arrive lentement, mais on n'est pas... Il y a beaucoup de danse en France. Hein. Il y a beaucoup de soirées. Il y a un festival, le festival de Moise. Il y a de bons endroits pour danser hein, à Paris. Ok, ça doit être juste alors ma réalité à cause du Covid. Comme je te disais, Tu es à Paris ou tu es autre part? Je suis à Marseille. Marseille. Bah, je suis à La Ciotat. Il faut monter à Paris. Il faut monter à Paris et je crois que là, tu vas t'amuser. À Marseille, je ne connais pas trop, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup. Mais à Paris, il y a beaucoup. Il y a énormément. Je crois qu'il y a une soirée tous les soirs, hein, pratiquement. Hein. Et au festival, il ne faut pas le rater. Normalement, il devrait le refaire en avril 2021, le festival, le congrès de Paris de Moise. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il va le remettre parce que l'histoire de crise sanitaire, est-ce qu'il va le reporter encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y est, il faut y aller. Il y avait même un festival cubain cubain hein, que je connais bien à Paris, donc il faut y aller. Hein. À Marseille, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Mais comme je te dis, c'est un sur soit Marseille-Centre, sinon c'est parce que tous ont pris des cours avec Terry, parce qu'il fait les allers-retours entre Paris et Marseille. Mais en soirée, dans le coin, je suis chanceuse quand je croise quelqu'un qui sait faire ça en ligne. Sinon, c'est tous cubains. C'est tous cubains. Je ne sais pas si un jour tu vas vivre à Paris, mais si tu vas à Paris, tu vas t'amuser. Ok, c'est bon à savoir. Tout se passe à Paris et à Marseille, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu aimerais que ton fils soit salsero ou bachatero, kizumbiste? Zouk, c'est sûr. Moi, je vais lui apprendre quelques trucs, mais si c'est pas son truc, voilà, je veux dire que mon fils fera ce qu'il aura envie de faire. Bien sûr, je vais lui donner des conseils de vie, hein, pas forcément pour la salsa, mais pour tout l'ensemble. Et après, il choisira sa voie. C'est lui qui fera son avenir, c'est pas à moi de ce qu'il fera.
Donc voilà. Et pour terminer, ta salsa favorite que tu aimes beaucoup? Vraiment pas de favoris. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'ai écouté, ah oui, Michael Blanco. Ouais. Je trouve que c'est super sympa ce qu'ils font parce qu'il y a il y a une chaleur musicale. Il y a Michael Blanco et puis Alexander Abouy de Havana Primera. C'est deux types de musique ouais, que j'aime beaucoup parce que derrière il y a un swing, il y a une chaleur et voilà quoi. Mais ça, si un jour tu vas à Porto Rico, tu sauras ce que c'est que la musique. Parce que danser de la musique dans la rue avec des musiciens qui jouent à côté de toi ou même tu es dans un restaurant et tu as des musiciens qui jouent à côté de toi, quoi, mais comme si l'assiette est là et que tu as le tambour juste à côté, quoi, c'est formidable, quoi. C'est là que tu ressens la vibration, l'ambiance qu'il y a et tu te sens super bien, quoi. Ça n'a rien à voir avec les musiques qu'on passe industriellement qui sont bien, mais un orchestre en live, ça a une émotion que tu ne peux pas imaginer, quoi. Tu as déjà été à Cuba? Non, je n'ai pas été à Cuba. Beaucoup de Martiniquais y sont allés. Maintenant, avec le Covid, c'est presque. Il y a eu le Covid et puis il y a eu un accident avec la Cubana Airlines. Voilà. Donc, bon, on n'a pas pu y aller. Mais peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. À Porto Rico, je suis allé beaucoup de fois. Chaque année, j'y allais, maintenant un peu moins. Parfait. Pour toutes les personnes qui souhaiteront te contacter pour aller à un de tes événements, par exemple, évidemment, je mettrai toutes tes coordonnées dans la barre d'infos. Je souhaite te dire merci encore une fois. Je suis beaucoup moins stressée. J'ai adoré l'entrevue. Dans tous les cas, nous sommes en contact. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous fais des gros bisous. Ok, bisous. Bye bye.